Les amis, il faut qu'on se pose aujourd'hui et qu'on parle de cette défense à 3. Est-ce qu'elle est vraiment viable pour ce Paris Saint-Germain? Est-ce que Paris peut vraiment rêver plus grand dans ce système, dans ce dispositif? En ce qui me concerne, depuis plus d'un mois maintenant, et depuis donc le début de la Ligue des Champions, depuis le début des choses sérieuses, je trouve qu'il y a beaucoup trop de limites dans cette défense à 3, dans cette animation générale au sein du Paris Saint-Germain. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. On se retrouve donc aujourd'hui pour un débrief un petit peu spécial. Et oui, normalement, on a l'habitude de se retrouver pleine nuit, juste après les rendez-vous du PSG. Là, le match a été un petit peu dans la lignée des derniers rendez-vous du Paris Saint-Germain. Oui, il y a du bon, il y a des gestes de génie, mais il y a aussi du moins bon, quelques phases d'ennui. Même en tout cas, le Paris Saint-Germain n'est clairement pas souverain. Il y a bien sûr des circonstances atténuantes, l'enchaînement des matchs, le calendrier infernal, avec des déplacements compliqués, c'est vrai, comme le déplacement à Haïfa, le déplacement à Lisbonne hier, contre qui plus est une bonne équipe du Benfica qui, comme Paris, affichait un bilan assez satisfaisant, aucune défaite cette saison. Là où je suis frustré depuis plus d'un mois, c'est la défense qui franchement laisse à désirer. Et justement dans cette vidéo, je vais essayer de vous proposer une petite variante dans ce dispositif qui pourrait à mon sens bonifier l'ensemble de l'animation tout simplement de ce Paris Saint-Germain. Et juste avant de commencer avec mon argumentaire, je vous invite comme toujours à manifester votre soutien dans les commentaires, à l'aide également d'un petit like, d'un petit abonnement. On est toujours très proche des 25 000 abonnés, donc je compte sur vous pour nous aider dans cette tâche magnifique. Alors, mon problème avec cette défense à 3, j'étais assez frustré par le jeu de façon générale proposé par Pochettino l'année dernière, et forcément on avait envie de changement. Et le changement est passé par de nouveaux joueurs, par un nouveau coach, et pourquoi pas une nouvelle animation. Donc là, en juillet, j'ai l'impression qu'on a coché toutes ces cases, avec en plus la prolongation d'Mbappé, on a eu l'impression de passer à un nouveau cycle. Et ça a vite porté ses fruits, on a retrouvé un Paris Saint-Germain flamboyant, où tout le monde se mettait au diapason, et vas-y que tu gagnes 4-0 le trophée des champions, qu'on gagne 7-1 contre Lille. Et donc dans cette phase un petit peu particulière de la saison, c'est-à-dire au niveau du mois d'août, où tu peux aussi t'attendre à être en plus de ça renforcé par de nouveaux joueurs, forcément t'as envie de t'emballer, t'enchaînes les succès, t'enchaînes des victoires comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps au Paris Saint-Germain. Seulement voilà, la saison est longue, elle est complexe, et forcément il va y avoir des adversités plus relevées, et là on le voit avec l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, depuis ce match contre Monaco où on s'est fait bousculer. Dès que t'as un petit peu plus d'adversité en face, et puis aussi parce qu'il y a quelques limites au niveau du mercato, t'as des joueurs qui sont pas du tout acclimatés encore. Pour l'instant, t'as pas beaucoup de turnover. On a l'impression que Galtier veut compter sur son 11 et seulement son 11 principal. Donc t'as toujours les mêmes joueurs qui jouent, qui vont se fatiguer, t'as des risques de blessures et en plus, avec une défense à 3, c'est logique, t'as 3 défenseurs. Donc encore plus de risques de subir des blessures, des suspensions et le problème c'est qu'avec une seule blessure, tu te retrouves à devoir faire du bricolage. Même pas 2 blessures, non, une blessure. Regarde Kipembe, absent plus d'un mois. Donc c'est déjà la panique et tu te retrouves à mettre un milieu de terrain de formation en défense centrale qui finalement s'avère être le meilleur joueur dans le secteur défensif de ce début de saison. Les mots sont durs mais force est de constater, match après match, quand tu regardes Ramos, Marquinhos comparé à ce que propose Danilo, c'est Danilo qui s'en sort le mieux, même encore hier contre Benfica. Ramos en 10 minutes au début du match, il te met en difficulté Danilo, justement, avec des passes en transversale dans sa propre défense et on se met en danger bêtement dès le début. Et il est là mon problème, je trouve que ça manque complètement de cohérence, on ne peut pas développer sur le long terme et espérer rêver plus grand avec cette défense à 3, alors que tu ne peux même pas instaurer de concurrence au sein de cette défense. T'as Marquinhos et Ramos qui sont dans un fauteuil. Marquinhos, il a l'immunité parce que tout le monde l'adore, moi y compris. C'est un enfant du club, le capitaine, c'est très très dur de le critiquer. Ramos, c'est une légende et j'ai l'impression que rien que d'avoir son nom affiché sur son maillot en plein match, ça suffit pour nous rassurer et finalement occulter toutes ses failles, parce que oui, ce n'est plus le Ramos du Real Madrid, même s'il reste un bon défenseur. Bref, actuellement, comme on n'a pas recruté à ce poste, comme on s'est d'ailleurs plus affaibli que renforcé lors du mercato, eh bien on met en place, match après match, 3 défenseurs centraux, dont un qui n'est pas défenseur, 2 autres qui sont loin de leur top niveau et qui contribuent, je pense, à ce que les temps faibles du Paris Saint-Germain soient beaucoup trop faibles. Et cette défense à 3 depuis plus d'un mois maintenant, soit elle n'encaisse pas de but car elle n'est pas mise à contribution, soit c'est grâce à un arrêt sur penalty contre Brest de Gigio Donnarumma juste après un craquage de Kipembe, et sinon de façon presque systématique, dès que ça pousse du côté adverse, ça se transforme souvent par un but. Voilà pour l'aspect défensif qui déjà est assez primordial quand tu installes une défense à 3, et maintenant on peut se poser la question plus globale pour le reste de l'équipe, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre en place cette défense à 3? Bon, Verratti, Vitinha s'en sortent plutôt bien à 2, ça joue très bien au ballon, ils sont très complémentaires, faudra voir maintenant contre des milieux un petit peu plus relevés, mais on peut se poser aussi la question, dès que Verratti n'est pas là,
comment tu fais? T'as Renato Sanchez qui est blessé H24, tu as Fabian Ruiz qui, quand il est aligné avec Vitinha comme contre Nice, finalement il est utilisé en retrait, en position de 6, qui n'est pas du tout son poste et du coup il n'est pas du tout intéressant. Et donc malheureusement c'est un petit peu la même problématique qu'en défense, à la différence que le milieu, quand ils sont là, quand ils sont bien titulaires, ça se passe plutôt bien, ils sont en forme, ils sont bons. Mais à la moindre blessure, à la moindre suspension de Marco Verratti, comment tu fais dans ton milieu à deux? Tu mets Danilo Pereira? Non, il est utilisé en défense pour remplacer le premier blessé. Alors peut-être que l'ultime plus-value dont on va profiter grâce à ce système, ça va être au niveau des pistons, parce que c'était une des problématiques de l'année dernière avec Pochettino. On se disait, t'as Nuno Mendes, Hakimi, quel gâchis de ne pas les utiliser en tant que piston. Alors oui, tu as du mieux pour Hakimi, mais du mieux par rapport à une saison qui était ratée. Est-ce que Hakimi cette saison vous convainc pleinement? Est-ce que vous retrouvez le Hakimi de l'Inter? Est-ce que vous retrouvez le Hakimi de Dortmund? Pour ma part, j'ai l'impression qu'on est très gentil avec Hakimi. Alors oui, t'as un facteur atténuant, c'est que parfois on ne lui fait pas la passe alors qu'il fait un très bon appel, ça je suis d'accord. Mais à part ça, est-ce que ces derniers temps il est si décisif que ça? Est-ce que ça nécessitait vraiment de mettre un dispositif adapté pour lui? Pareil, pour Nuno Mendes, lui pour le coup il est très bon. Mais l'année dernière il était déjà très bon. Là ce qui change peut-être à la limite pour lui, c'est qu'il a peut-être moins besoin de faire des replis défensifs. Mais encore une fois, il faudra voir contre des très grosses écuries, parce que là on parle de limite contre une mauvaise Juventus, contre le Maccabi Haïfa certes à l'extérieur, contre Lyon en deuxième mi-temps, contre Brest en deuxième mi-temps, contre Monaco, contre le Benfica certes à l'extérieur. Voilà, c'est des échéances un petit peu relevées, mais c'est pas non plus le gratin européen. Et il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est que ces pistons qu'on place très haut, logiquement vu leur profil, ça serait surtout intéressant si on jouait avec des centres. Or, avec Messi, Neymar, Mbappé, tout repasse par le côté axial. Toutes les actions sont construites avec des 1-2, 1-2-3 entre les trois joueurs. Ça se joue dans les petits espaces ou avec une frappe miraculeuse, merveilleuse de Léo Messi à l'entrée de la surface par exemple. Mais Paris avec ses profils offensifs ne joue que très peu en centre finalement. Ça serait intéressant avec un buteur comme Vlahovic, comme Lewandowski, comme Haaland, je dis n'importe quoi, mais bref, avec tous ces exemples que j'essaie de vous présenter depuis tout à l'heure, certes ça a un côté négatif, un côté rabat-joie, j'en suis désolé, mais c'est pour vous montrer à quel point je trouve que cette défense à 3, cette animation actuelle ne répond pas forcément aux besoins du Paris Saint-Germain, c'est pas la solution miracle, et surtout elle présente beaucoup de limites, surtout au vu de l'effectif. Je le répète, mais côté mercato, on est allé chercher des joueurs qui sont certes de bons joueurs, mais au vu du dispositif qu'on a mis en place, c'est clairement un mercato incomplet, voire incohérent. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, Luis Campos l'a dit lui-même en interview, il a dit lui-même qu'il n'était pas satisfait de son mercato, qu'il manque des éléments, qu'il manque une pièce du puzzle, que son puzzle actuellement il est incomplet. Donc on va parler un petit peu plus de positif maintenant, on va essayer de compléter ce puzzle, de créer quelque chose de concret, de cohérent. Et alors la première possibilité c'est de se reposer sur le mercato hivernal. Si tu veux rester dans ce schéma, il sera élémentaire de recruter un défenseur central, un joueur qui va amener de la concurrence, qui va bousculer Ramos, Kimpembe, Marquinhos, qui va les pousser à mettre les bouchées doubles, qui va permettre aussi de pouvoir utiliser Danilo Pereira au poste de milieu de terrain quand Verratti n'est pas là. Et là tout d'un coup tu retrouves un petit peu de cohérence, tu doubles les postes, tu as des profils différents. Et puis au-delà d'un défenseur central, mais peut-être que pour un petit mercato d'hiver ça sera beaucoup demandé, mais je pense qu'il nous manque toujours un profil de vrai neuf. Il faut aussi se projeter après la Coupe du Monde, où certainement Messi, Neymar, Mbappé seront peut-être un petit peu plus fatigués. Je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais peut-être que tu auras aussi des blessures, et à ce niveau-là, comment tu fais pour les remplacer? Carlos Soler, ok, mais on sait toujours pas ce qu'il donne, et Ekitike, il a beaucoup trop à confirmer. Non, je pense qu'il faudra recruter un profil de vrai neuf, un neuf qui pourra réceptionner les centres, et du coup, déclencher ces fameux centres des pistons, qui trouveront tout leur sens sur leur côté cette fois-ci. Enfin, ma deuxième option, en attendant ce mercato, et puis si ce n'est pas possible de recruter ces éléments, pour moi, c'est d'utiliser Danilo de la même façon que l'utilisait Pochettino en 2022. Ça va vous paraître fou, mais pour moi, c'est vraiment la seule bonne idée qu'a essayé de mettre en place Pochettino, et pour le coup, ça a très bien marché, même si il y a eu cette élimination contre le Real Madrid, mais ce n'était clairement pas la faute pour le coup de ce choix tactique, ce n'était pas la faute de Danilo non plus. Moi, ce que je vois comme potentiel avec Danilo placé en tant que milieu défensif, c'est d'avoir un schéma de jeu imprévisible, hybride, qui va s'adapter selon les phases de jeu, avec un Danilo Pereira qui n'est pas avare d'efforts. Il a montré l'année dernière, il a marqué 5 buts en Ligue 1 en étant placé en tant que milieu défensif. Il peut donc prêter main forte avec son jeu de tête, que ce soit au milieu de terrain pour soulager Verratti, Vitinha qui pourra presser plus haut, qui pourra aussi profiter de sa qualité de percussion, qui pourra aussi plus tenter sa chance avec sa frappe, avec un Verratti qui serait aussi soulagé au niveau de la tâche défensive. Peut-être que ça minimiserait aussi le risque de ses blessures. Et là vous allez me dire, mais du coup adieu la défense à 3.
Eh bien oui et non, car tu peux aussi la retrouver par séquence, comme ça a été le cas l'année dernière avec Danilo qui peut se glisser dans la défense à 3 quand c'est nécessaire, quand il faut défendre ou quand il faut compenser les assauts d'Hakimi sur son côté. Danilo, j'ai l'impression que personne n'y pense, personne n'en parle parce que oui, c'est moins reluisant qu'un Marquinhos dans l'idée. C'est moins reluisant que les stars qu'on a au Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur impliqué, qui ne fait pas de vagues et qui est écouté dans le vestiaire, qui l'année dernière avait engueulé Messi sur le terrain, qui hier contre Benfica s'est permis aussi une remontrance contre Ramos après son centre complètement claqué dans sa propre défense. Et quand t'as la chance d'avoir un joueur polyvalent qui fait les efforts, qui ne se plaint pas et qui va être performant dès qu'on va faire appel à lui, il faut l'utiliser. C'est le joueur qui peut te permettre d'avoir ta défense à 3 quand c'est nécessaire et d'avoir en parallèle un milieu plus complet. Pareil, quand tu as Fabian Ruiz qui va rentrer, il va rentrer à son bon poste, au poste de numéro 8 avec Danilo Pereira juste derrière lui. Et ce que j'ai dit juste avant, au niveau de la défense à 3 par séquence, ça me semble important, car là j'ai l'impression qu'on s'acharne à laisser notre ligne de 3, quoi qu'il arrive, même quand ça ne sert à rien, t'as 3 joueurs qui sont plantés en défense, qui quand on les bouscule sur les contres de toute façon ne sont pas satisfaisants, qui quand ils ont le ballon au pied, bah ça fait tourner en défense, ça fait tourner pour Donnarumma. Donc voilà la petite nuance tactique que je propose, petite nuance qui pourrait avoir de gros effets, en tout cas c'est ce que je pense, et dites-moi évidemment votre ressenti dans les commentaires, peut-être que je me trompe complètement. En tout cas, je tenais à vous partager mes observations après plus de 2 mois de compétition et les axes d'amélioration donc qu'on aura vu ensemble. J'espère que mon analyse vous aura plu, en tout cas je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, les commentaires, c'était Théo pour vous servir, et ciao tout le monde.